Ne cherchez pas à vouloir plaire, à vouloir impressionner tout le monde au risque de perdre votre originalité. Soyez unique. Et l'invité que nous recevons pour vous dans Icône aujourd'hui, c'est si bien l'être. Eh bien, nous sommes chez lui d'ailleurs. Nous sommes à Ouidah, à quelques kilomètres de Cotonou. Eh bien, devinette pour devinette, il est un ancien professeur de linguistique de l'université d'Abomey-Calavi. Il est écrivain, auteur de plusieurs livres. C'est un ancien ministre de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales. Eh bien, il faut dire, pour résumer, qu'il est un acteur incontournable de la scène intellectuelle béninoise. Alors, pour résumer, on peut dire qu'il est un acteur incontournable de la scène intellectuelle béninoise. Bienvenue chez le professeur Roger Béovi, qui nous fait l'honneur de nous recevoir chez lui aujourd'hui dans Icône. Alors, nous sommes ici dans la majestueuse maison de l'invité du jour, de notre icône. Nous sommes à Ouidah, sur la terre des Ouidah, bien plus précisément au quartier Benin Yovosrama. Nous sommes très contents d'être là avec l'éminent professeur Roger Béovi. Eh bien, il était également ministre de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales. Il a occupé d'autres postes non moins négligeables. Eh bien, dans ma présentation de tout à l'heure, j'en ai parlé. Bonjour professeur. Bonjour madame. Nous sommes très heureuses d'être avec vous aujourd'hui. C'est moi qui suis le plus heureux que vous soyez avec moi, que vous ayez fait le voyage jusqu'à Ouidah, où les gens ne viennent pas volontiers, je ne sais pas pourquoi. Nous nous sommes beaucoup améliorés à Ouidah, hein. On avait une mauvaise réputation. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons très bonne réputation. Alors ici, on est au quartier Benin, précisément à Yovosrame. Yovosrame, déjà, c'est quoi? Yovosrame veut dire quartier des Blancs, quartier des Européens. Je précise que ce n'est pas parce que ma femme est blanche, non. C'est bizarrement, je l'ai appris à mon corps défendant, à cause des 2 lopins de terre que nous avons acquis devant notre maison, que vous avez traitée de majestueuse. Merci, je ne sais pas si elle est si majestueuse que ça. Et pour les gens, cette petite forêt d'eucalyptus ne sert strictement à rien. Or, nous passons le plus clair de notre temps à la protéger, à interdire aux gens d'aller y faire n'importe quoi, d'aller y prendre. Alors, les gens ne comprennent pas. Si c'était des manguiers, si c'était des goyaviers, si c'était des citronniers, des orangers, ça aurait du sens. Mais planter, laisser planter une petite forêt d'eucalyptus et en prendre soin comme de la prunelle de ses yeux, il n'y a que les blancs. C'est ce qu'ils m'ont dit. Il n'y a que les blancs qui font des choses pareilles. Donc, Yovosrame. Alors, vous résidez à Ouidah, ça fait un bon moment, hein? Vous avez toujours résidé à Ouidah? Ah, écoutez, madame, ça dépend. Je suis né à Ouidah. Ma maison de naissance est à 15 minutes de marche d'ici. Mais attention, il y a 70 ans, j'avais 5 ans, il y a 70 ans, et ce lieu où nous sommes était, comme dirait Léopold Sédar Senghor, notre royaume d'enfance, à mes petits amis du quartier là-bas et à moi, parce que c'était la forêt dense. Et il y avait plein de rapalmistes, il y avait aussi quelques manguiers, et nous prenions un grand plaisir, parce qu'à 5 ans, je n'allais pas encore à l'école, nous prenions un grand plaisir à venir nous installer ici et à vivre heureux à l'insu des parents. Et si on m'avait dit à l'époque que je viendrais vivre ici, eh j'aurais dit, mais vous êtes fou. Moi, je suis de Lébou. Lébou, le quartier très ouidanier, très traditionnel, où on va d'une maison à l'autre, il n'y a pas de rue, c'est là-bas la ville, ici c'est la forêt. Maintenant c'est ici la ville, et là-bas, je ne sais pas, ça devient le vieux Ouidah. Mais avec, malgré vos multiples occupations à Cotonou, pourtant, vous avez fait le choix de résider à Ouidah. Quel est cet attachement-là si fort? Je ne me suis jamais senti chez moi à Cotonou, où j'ai vécu pourtant avec mon épouse plus de 20 ans. Nous avons été obligés de nous dépayser, pour ainsi dire, par rapport à Ouidah à cause des enfants. Moi, j'ai tout étudié à Ouidah. J'ai fait mes premières études supérieures à Ouidah, au Grand Séminaire Saint-Gall. Mais au moment où j'ai eu des enfants, il n'y avait plus grande école, pour ainsi dire, à Ouidah.
pour les accueillir, comme moi j'y ai été accueilli, nous avons dû les scolariser à Cotonou. Il n'était pas question de les réveiller tous les matins à 4 heures et de les ramener de Cotonou à 20 heures. Et bon, nous nous sommes installés à Cotonou essentiellement pour faciliter, pour permettre et faciliter la scolarisation ou la scolarité de nos enfants. Et dès que Cédric, le deuxième, a eu le bac, ben nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on fait encore à Cotonou? Allez, nous avons pris nos bagages, nous avons pris nos clics et nos claques, et nous voici à Ouidah, et très heureux d'y être. Et je vous dis que ma femme, qui est allemande, elle a toujours adoré Ouidah. Elle me disait, mais dès qu'on arrive à Paou, on sent que la vie reprend. Ah bon, pour elle, la vie reprend à partir de Paou. Pour Ouais. moi, elle reprend à l'intérieur de Ouidah. Alors, je suppose que c'est cette terre qui vous a vu naître, Oui, professeur. oui, c'est cette terre qui m'a vu naître, c'est cette terre qui a reçu mon cordon ombilical, comme on dit. Cette terre de Ouidah avait mauvaise réputation. Et je crois que cette mauvaise réputation, nous l'avons méritée. J'ai été enfant à Ouidah et je voyais très bien ce qui se passait. On n'avait pas le droit de mettre une brique sur une autre, alors que nous, là, nous sommes dans notre terre de bar, dans notre maison en terre de bar. J'ai vu ce qui se passait et je crois que notre mauvaise réputation, nous l'avons méritée. Nous l'avons tant et si bien méritée que les vieilles maisons, c'est-à-dire les maisons des grandes familles. Ouidah, c'est un conglomérat de grandes familles. Ils disent tous qu'ils ont leur souche à Abomey. Moi, je n'ai mes souches nulle part. Et que les vieilles maisons sont aujourd'hui désertes. C'est-à-dire les enfants ont fui Ouidah. Ils se sont installés partout, sauf à Ouidah. Et les vieux ont compris. Les vieux qui ont au moins mon âge, quand ils ne sont pas plus vieux que moi et quand ils ne sont pas déjà morts, ont compris qu'il vaut mieux qu'on s'améliore, qu'on change d'habitude pour que nos enfants reviennent. Et je crois que petit à petit, les enfants commencent à revenir. Mais ce n'est pas facile de faire croire aux gens, aux Ouidaniens eux-mêmes, que Ouidah a changé, qu'on n'y tue plus les gens qui réussissent. Alors, on a envie de comprendre, ou les téléspectateurs aussi ont envie de comprendre un peu, de revivre l'ambiance familiale dans laquelle vous avez évolué entre-temps. Entre mon père et ma mère. Oui, Bon, les frères et sœurs. frères et sœurs. Ma famille, en fait, est une famille, comme on dit, recomposée. Ma mère était avec son époux à Abomey. Et les enfants ne cessaient pas de mourir. Et ma mère, comme toute femme, ne voulant pas faire des enfants pour les enterrer, a dit à son mari, écoute, on va s'installer à Ouidah. Parce que, ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, les grandes familles de Ouidah ont leur souche à Abomey. Et ma mère, née Boya, peut se réclamer à la fois d'Abomey, de Ouidah et de Godomé. Allons nous installer à Ouidah, où le mari a dit non. Ma mère, un peu têtue, a dit qu'à cela ne tienne, moi je m'en vais à Ouidah. Elle est partie. Elle est partie, elle est tombée sur un jeune homme qui deviendra mon père, qui était encore célibataire, et nous sommes 5 enfants de... Donc elle est partie en se séparant de son carrément, ex-mari. carrément. Elle en avait assez de mettre des enfants au monde pour qu'ils meurent. Oui. Elle a gardé 2 enfants de ce premier mariage. Donc au total, plus les 5 qu'elle a eu ici, nous étions 7. Corneille, mon jeune frère, est mort en bas âge. On n'a pas pu le sauver de la variole à l'époque. C'était un très beau gosse. Je l'ai entrevu. J'ai dû enterrer récemment avec ma jeune sœur. Et celle qui vient immédiatement après moi, elle avait 65 ans. Elle a beaucoup souffert toute sa vie. Nous l'avons enterrée. Aujourd'hui, nous sommes de ma mère, qui est partie aussi il y a quelques années. Ben, nous restons trois, je crois. Trois enfants. Et vous êtes l'aîné? Je suis l'aîné du nouveau couple, pour ainsi dire. Alors, et c'est toujours à Ouidah que vous avez démarré le cursus scolaire, je suppose aussi. Oui, ben, c'était Ouidah, c'était à Ouidah qu'il fallait tout faire. Et donc, mon père, ouvrier maçon, mais plus catholique que le pape, aussi catholique que le pape, n'entendait rien à l'école laïque, l'école publique, où l'on ne parle pas aux enfants de Dieu. Il fallait qu'on parle à ses enfants, à lui, de Dieu. Eh bien, il a renoncé à tous les avantages qu'il pouvait avoir de l'État colonial à l'époque pour nous inscrire, ses enfants, soit chez les sœurs pour les filles, soit chez
Et les pères, pour ce qui concerne son seul garçon que je suis resté. Donc, j'ai fait tout mon primaire à l'école catholique primaire de Ouida jusqu'au CM1. J'étais enfant de cœur, j'étais fasciné par la prêtrise, le sacerdoce. Et le père Gaillard, au CM1, m'a dit, celui-là, il deviendra prêtre. Il m'a envoyé au séminaire. Si bien que tous mes diplômes, ben, je les ai faits au séminaire. Le CEPE, je l'ai fait au séminaire. Le BPC, le bac, etc. Je l'ai fait au séminaire. Est-ce que l'envie était là d'être au séminaire ou bien bon, c'était juste une imposition que vous avez subie? Non, j'avais une envie folle de devenir prêtre. La preuve, je ne suis sorti, je n'ai renoncé. Et encore, je n'ai renoncé à devenir prêtre qu'après 3 ans au grand séminaire, une année de philosophie scolastique et 2 ans de théologie, oui. C'est après seulement que je me suis dit, bon, écoutez, Monseigneur, l'évêque, Monseigneur a dit moi à l'époque, j'irai réfléchir. Pourquoi? Pourquoi cette renonciation après 3 ans? Ben, renonciation est un mot un peu fort. J'ai dit à Monseigneur Adimou que je vais réfléchir et lui, il m'a dit, mon fils, vous avez lu trop de livres. J'ai pensé là. Alors pourquoi? Parce que je voyais un peu ce qu'était la vie du prêtre et la vie de certains prêtres. Et nous avons été un certain nombre, je suis sorti, mais je ne suis pas sorti tout seul, on était une bande, nous avons été un certain nombre à commencer à développer des thèses un peu bizarres. Il faut dire que j'ai fait mon bac en 1968, et 1968, pour vous qui étiez loin de naître, 1968, c'est l'année de la révolte estudiantine dans le monde entier. Révolte en France, et ça a impacté la vie des prêtres. Beaucoup de prêtres en Europe ont remis leur sacerdoce en question avec des thèses formidables, des thèses qui étaient recevables, qui étaient crédibles. Et je crois que les grands lecteurs ou liseurs que nous étions, mes camarades et moi au grand séminaire, ça nous a impacté et nous nous sommes dit, écoutez, enfin pour ma part, j'irai réfléchir. Oui, vous ne vous retrouvez plus dans cette corporation-là. Voilà, et oui. je suis toujours à réfléchir. Alors, vous avez eu votre bac en 68. Oui. Je suppose que vous avez fait les lettres. Oui, j'ai fait les lettres. Pourquoi cet amour à la littérature? Cet amour de la littérature, je n'aurais pas pu faire autre chose que la littérature. Mais cet amour de la littérature m'a été imposé parce que quand vous vous destinez à être prêtre, et surtout dans un séminaire, le petit séminaire Saint-Gall, vous faites grec, vous faites latin, vous faites philo-lettres, vous faites un peu d'anglais. C'est essentiellement ce que vous faites, ce qui fait que... Vous n'avez pas vraiment le choix de faire autre chose. Non, j'ai failli ne pas avoir mon bac. Mais je l'ai eu haut les mains, je vais vous dire pourquoi. J'ai eu 0,50 en mathématiques au bac, 0,50 en physique, ce qui ne m'a pas empêché de réussir, il faut me féliciter. Pourquoi ces 2 mauvaises notes? Parce que les professeurs ne voulaient pas avoir à rédiger un rapport pour expliquer. Vous méritez des 0 alors? Je méritais 0. Vous n'aimez pas du tout la mathématique? Non, c'est les mathématiques, madame, qui ne m'aimaient pas. Moi, je les aimais bien. Parce que vous avez essayé. Ah, les professeurs ont essayé, mais ils ont échoué. Alors donc, en ce temps, est-ce qu'on parlait du bac A ou... Oui. Aujourd'hui, j'avoue que je ne m'y retrouve pas, ce qui veut dire que j'ai vieilli et qu'il faut me mettre bientôt dans un garage ou dans un musée. C'est pas pour maintenant. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une flopée de bacs. Non. A1, A2, bon. Au temps où nous, on allait à l'école, je suis obligé maintenant de dire ces choses-là au passé, je crois qu'il y avait grosso modo 4 bacs. Le bac A, le bac B, le bac C, Bac D. Et puis le 4e, je ne me rappelle même pas. Bac D. Bac D, voilà. Le bac C était censé être un bac formidable. Oui, purement scientifique. Bon, mais nous qui avions fait A, nous avons essayé de dédoubler le bac A en A simple et en A pur. A pur parce que nous avions fait le grec et qu'il n'y avait plus beaucoup de béninois à faire le grec. Alors nous parlions de A pur. A pur, c'était nous. Pour les excellents grecs, c'est ça? On n'était pas nécessairement excellent en grec, mais comme il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient fait le grec, nous étions nécessairement excellents en grec. Aujourd'hui encore, si je peux lire un texte grec,
à Ouida, je dois être le seul. Les gens doivent se demander ce que c'est. Alors, après l'obtention de votre baccalauréat, vous avez évolué comment? Je suis entré au grand séminaire. Si vous avez le temps, on ira voir. Et entre le petit et le grand séminaire, il n'y avait pas il n'avait pas de portail. Je suis passé au grand séminaire. J'ai eu comme directeur spirituel tout de suite un homme pour lequel je garde la plus grande estime, l'abbé Isidore de Souza, que j'avais connu à Ouida. Il est devenu mon directeur spirituel. Il a été pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, ou au bout de 2 ans, on l'a envoyé comme recteur à l'Institut catholique d'Abidjan. Et là, s'est posé le problème parce que je devais avoir, je crois, un mauvais caractère. Je ne le savais pas. Là, s'est posé le problème de qui va être le directeur spirituel de l'étudiant Roger Guignonville. Parce que vous ne pouvez pas être au petit séminaire ou au grand séminaire sans avoir un directeur spirituel. Un prêtre à qui vous parlez de temps en temps, qui vous connaît mieux que tous les autres et qui, le moment venu, dira oui, il peut être prêtre, il a tel et tel défaut. Et Alors, personne ne s'est porté volontaire. non. Le seul qui pouvait se porter volontaire, c'est un certain père Jean-Pierre Duguay, avec qui j'avais des accointances intellectuelles parce qu'on ne s'entendait pas et chez qui j'étais toujours fourré pour qu'on discute. Mais il était mon ami, mon meilleur ami. Mon meilleur ami ne peut pas devenir mon directeur spirituel. J'ai vécu une année au grand séminaire sans directeur spirituel. Je crois que ça a été un scandale accepté par tout le monde. Et au bout de la 3e année, quelqu'un m'a dit l'autre jour, mais oui, vous êtes resté un an sans directeur spirituel. Il n'est pas étonnant que vous soyez parti. Au bout de la 3e année, je suis parti en disant à Monseigneur Adimou, mon évêque à l'époque, le premier, Monseigneur Gantin, était à Rome. Et Monseigneur, j'ai besoin de réfléchir. Mais ça, c'est après avoir passé un an de réflexion déjà, tout en étant grand séminariste, au service du Catwell, Secours catholique américain. C'est en tant que séminariste que j'ai été recruté parce que j'avais besoin de réfléchir. Et après cette année de réflexion, qui m'a permis de connaître ce qui n'était pas encore le Bénin, le Dahomey, dans tous les sens, à Mobilette, c'était très intéressant. Je mettais la mobilette dans un train pour aller au nord et arriver au nord, aller. Vous parcourez le nord? Oui, j'étais jeune. Vous me demandez aujourd'hui de prendre une moto neuve pour aller à Cotonou, je vous dis non, non, non. Je ne suis pas sûr d'y arriver. C'est pas possible. Si ça tombe en panne, Oui. c'est-à-dire mon mental aussi a vieilli. Et donc c'est après ça, cette année, qui aurait dû me suffire en tant qu'année de réflexion, que je suis allé voir Monseigneur Adimou pour lui dire que je continuais. Et c'est là qu'il m'a sorti la phrase qui m'a toujours marqué. Mon fils, vous avez lu trop de livres. Il voulait dire trop de mauvais livres. C'est-à-dire des livres qu'on ne lit pas quand on est grand séminariste. Et il est vrai que mes amis et moi, je n'étais pas seul. Il y avait à l'époque, en 68, des théologiens que Rome n'aimait pas. Nous étions en théologie. Et donc, nous, on lisait les théologiens que Rome n'aimait pas. Rome n'avait pas déclaré qu'ils étaient athées ou non. Mais Rome ne les aimait pas et on nous prévenait contre ces théologiens-là. Alors, je donne 2. Je ne savais pas à l'époque que le professeur Joseph Ratzinger deviendrait évêque et cardinal. Lui, nous l'avions classé comme conservateur. Nous ne lisions pas ses livres. Il avait Hans Küng, qui était l'opposé de Joseph Ratzinger. Lui, sa théologie avait quelque chose de protestant. J'ai encore beaucoup de livres de lui dans ma bibliothèque. Je n'ai pas un seul livre de celui qui est devenu pape, Joseph Ratzinger. Si, j'en ai un, mais en allemand. Alors, vous avez tourné dos au grand séminaire, vous êtes rentré dans une autre aventure. Je suis rentré dans une autre aventure, professeur au collège Notre-Dame des Apôtres, et professeur dans le CEG d'en face. Tiens, j'en profite pour rendre un hommage mérité au professeur Dechenou, etc. Et je me suis inscrit en année de licence à l'Université nationale du Bénin, dont j'étais étudiant, et puis je jobais, comme on dit en Comme on le dit, oui. Et ça a été passionnant. Et ensuite, la révolution est arrivée. Vu la formation que j'ai reçue, vu qu'on m'a dit, vous avez lu trop de livres, entre parenthèses, trop de mauvais livres, il faut dire que je ne lisais pas non plus les livres révolutionnaires, mais les livres contre-révolutionnaires. Et cela se ressentait dans mon enseignement, paraît-il, au collège Notre-Dame des Apôtres. Et les vrais révolutionnaires sont allés me chercher un matin, m'ont fait souffrir beaucoup de choses. Et puis celui qui m'a fait arrêter
M. Frédéric Afo, il était surpris lorsqu'on lui a dit, mais c'est lui. Mais parce que lui et moi, on se rencontrait chez un Européen, certains midis, on mangeait, on discutait bien, des intellectuels, quoi. Ouais. Bon, il était surpris d'apprendre que c'est lui le meneur de la contre-révolution au collège Notre-Dame des Apôtres. Et je crois que c'est à lui que je dois, paix à son âme, qu'on m'ait demandé de partir à la fin de la journée de rodéo. Je vois encore le commandant me dire, rentrez Donc, vous chez avez vous. juste séjourné 24 heures? Non, pas tout à fait 24 heures, 12 heures. 12 heures. Mais ça m'a suffi. Hein. Pour comprendre. Le commandant me dit, rentrez chez vous et ne recommencez pas. Mais je dis, mais qu'est-ce que je ne dois pas recommencer? Je vous dis Il ne fallait pas poser de questions. Il ne fallait pas poser de questions. Je me suis sauvé parce que je me suis dit, si je continue à poser des questions, on va me dire, bon, restez alors. Voilà. Alors, l'époque révolutionnaire dont vous parlez, si on doit garder deux grandes figures, je pense que vous parlerez de quelle figure et de quelle figure? Pour moi, les deux grandes figures de la révolution populaire du Bénin, est-ce qu'il y a eu deux grandes figures? Non. Il y a eu Kérékou. Kérékou, et puis, bon, ben... De Monseigneur de Souza, peut-être? Ah non, ça, c'est la conférence. Ça, c'est la conférence. Oui, alors si vous voulez comprendre la conférence Oui. dans la période révolutionnaire, je vous concéderai que oui, Monseigneur Isidore de Souza est une figure avec celle de Kérékou. Ça fait deux figures incontournables de la révolution et même de l'histoire de ce pays. Parce qu'il y avait, les Béninois ne le savent pas, mais moi, Isidore de Souza, c'est mon père spirituel et mon père tout simplement. C'est lui qui nous a mariés, ma femme et moi. C'est lui qui a baptisé nos deux enfants. Il ne peut pas être mon père plus que ça. Je le connaissais très bien. Et je savais que Kérékou, le président Kérékou, avait des entrées galantes dans la maison de M. Jean de Souza à Cotonou. Est-ce que le président Kérékou n'a pas vu en Isidore de Souza une espèce de beau-père à qui il ne pouvait pas causer de tort? Est-ce que ça n'a pas joué dans le succès? À qui il ne pouvait pas dire non, oui. À qui il ne pouvait pas dire non, on ne dit pas non à son beau-père. C'est ça. Est-ce que ça n'a pas joué? C'est une question que je me suis toujours posée. Est-ce que ça n'a pas joué dans le succès qu'a eu la conférence nationale? Je pense que ça a dû jouer. Alors, c'était donc la parenthèse. Si on doit revenir à votre parcours professionnel, oui. Après Notre-Dame, vous avez aussi enseigné à l'UAC Belmel. Voilà, je suis allé en Allemagne où j'ai fait ma thèse, une très belle thèse, puisqu'on m'a remis le prix de la meilleure thèse de cette année-là dans mon université. On m'a dit, vous êtes le deuxième Africain à recevoir ce meilleur prix d'une thèse. Je dis, mais le premier Africain, c'est qui? On m'a dit, c'est un Égyptien. Je dis, c'est un Égyptien. Bon, d'accord. Bon, si vous dites que c'est... C'est un Africain, bon. Non, c'est moi le premier Africain. Parce que le vrai Africain. Un Africain doit être moi. Je reviens, on me recrute, j'ai la lettre de recrutement dans mes affaires, l'original, je prends service, et puis patatras, 15 jours plus tard, le recteur adjoint qui était Madame Mouensou, m'écrit à nouveau très officiellement, Monsieur Bionvi, attendez, il y a des problèmes de sous, etc. J'ai compris plus tard que de très bons Béninois, encore Dahomey à l'époque, je crois, à moins que je ne me trompe, de très bons Béninois ont joué pour que Bionvi ne mette pas les pieds en tant que fonctionnaire de l'État à l'université. Oui, mais moi je m'en suis complètement foutu, si vous me passez le mot. J'ai été un professeur normal, sauf que pour les gens de ma génération, il y a eu mon parcours. Quand vous n'êtes pas fonctionnaire de l'État, quand vous n'émargez pas au budget de l'État, c'est comme si vous n'existiez pas. Et moi, j'ai décidé d'exister. Et si c'était à recommencer, je recommencerais parce que ça m'a donné une liberté totale. Si j'avais été total, non, il n'y a pas de liberté totale. si j'avais été fonctionnaire de l'État, je n'aurais certainement pas pu être président de la... je n'aurais pas pu être représentant résident de la Fondation Friedrich Naumann avec rang de diplomate pendant 9 ans. Je n'aurais pas pu être à la tête, après Isidore de Souza, de Transparency International. Est-ce que j'aurais pu être membre fondateur d'Amnesty International? Certainement. Je n'aurais pas pu aller travailler avec le frère Zamunjo à Porto Novo, au centre Wando, pendant 1 an et demi, parce que ça me plaisait beaucoup. Je voulais finir ma vie en tant que paysan. Ça n'a pas marché. Mais alors, est-ce que c'est après toutes ces observations que, lors de vos dernières sorties récentes, vous avez parlé de l'UAC comme une université qui n'a pas le mérite? Écoutez, madame, après 27 ans, aucun professeur,
aucun de mes collègues ne peut le contester. Après 27 ans d'enseignement assidu, je rencontre encore mes étudiants pour qui j'étais un grand camarade malgré mon grand âge. J'ai remis ma démission. Je n'avais pas besoin de remettre ma démission. J'ai cessé d'y aller. Pourquoi? Parce que je n'arrêtais pas. Et c'est en cela que mes collègues qui sont allés parler récemment ne sont pas honnêtes. Je n'arrêtais pas d'écrire. J'ai beaucoup écrit, j'écris beaucoup. C'est mon hobby, c'est mon violon dingue. Je n'arrêtais pas d'écrire que mon université, intellectuellement parlant, ne vaut plus rien. Que mon université, moralement parlant, ne vaut plus rien. Intellectuellement, je parlais de quoi? De lycée de banlieue. Moralement, je disais, c'est un lupanar. Où les professeurs, passez-moi le terme, sortent avec les filles n'importe comment. Harcèlement sexuel, oui. Ce n'est pas sérieux. Aucun collègue n'est jamais allé me voir, puisqu'à un moment donné, j'ai commencé à être plus vieux que tous, mes doyens. Ce n'est pas bien. Vous enseignez dans cette université et vous n'arrêtez pas d'en dire du mal. À force d'en dire du mal, je suis parti. Pour que des Béninois comme vous, madame, ne disent pas, mais enfin, Bénionville, ils n'arrêtent pas de dire du mal de cette université, mais ils y enseignent. Bon, ils prennent leur argent. Non, je ne gagnais même pas parce que de temps en temps, on m'appelait, c'est l'université qui me payait. Sur quel budget, je ne sais pas. On me disait, bon, professeur, on vous doit 180 000, on vous remet d'abord 80 000. Pour les 100 000 francs, on verra plus tard. Je crois qu'ils me doivent beaucoup de 100 000 francs. Mais est-ce que vous ne pensez pas, ce qu'on vous reproche, en fait, ce sont les mots que vous utilisez pour qualifier les choses? Est-ce que ce ne sont pas de trop gros mots? Lorsque vous comparez l'UAC, vous dites que l'UAC ne vaut même pas un lycée français, par exemple. Est-ce que ce n'est pas trop fort? Oui, mais... Est-ce que ce n'est pas dégrader la chose qui nous appartient? Non, je ne dégrade rien du tout. Je dis ce qu'est la chose. Je dis ce qu'est la chose. Peut-être, on peut me reprocher d'appeler un chat un chat. Mais je n'ai pas eu pour habitude de couvrir les choses. Nous sommes entre intellectuels. Nous devons former des intellectuels. Si vous aimez follement, en tant que professeur homme, cette jeune dame, mais vous attendez qu'elle sorte de l'université pour lui en parler. Ou bien vous lui donnez des signes et une fois que vous êtes sorti, vous dites ça y est. Parce que la déontologie du professeur, de l'enseignant, à l'université, comme ailleurs je crois, vous interdit d'avoir des rapports d'amitié, des rapports amoureux avec votre étudiante ou avec votre élève, parce qu'on ne sait plus ce qui se passe pour les nôtres. Et si mon étudiante devient ma maîtresse, est-ce que je suis encore le maître? Non. Bon, alors moi j'ai mis une barrière, je suis le maître jusqu'à ce que l'étudiante sorte de l'université. Si elle veut devenir ma maîtresse, alors je resterai quand même éternellement son maître. Voilà, c'était aussi simple que ça. Alors nous allons faire une pause publicitaire avant de poursuivre cette émission. Les entreprises qui survivent après 5 ans d'existence sont celles qui savent se vendre. Et les statistiques montrent aujourd'hui qu'elles représentent juste les 40%. Alors, pour une meilleure visibilité de vos produits et pour que votre entreprise fleurisse, Speedline TV vous offre des canevas. Vous qui êtes dans l'immobilier, dans la restauration, dans le tourisme, dans les organisations religieuses et j'en passe, venez vous faire connaître à des prix défiant toute concurrence. Speedline TV, votre télé. À partir du lundi 18 octobre 2021, Speedline TV vous offre un format XXL de l'actualité sportive nationale et internationale. Tous les championnats, toutes les disciplines sportives seront au rendez-vous dans Speed Sport. Avec nos consultants, nous allons analyser, décrypter l'actualité sportive de tous les continents. Speed Sport, c'est tous les lundis à 21h, redivision les mardis à 11h. Prenez le rendez-vous. Windek, la série angolaise, débarque sur Speedline TV. Ce télénovelas oscille entre amour, glamour et humour. Tu as bien convoqué tout le monde comme je te l'ai demandé. Quand tu voudras, on pourra commencer. Vous n'allez pas me faire revivre l'expérience de ce vol à l'arraché. Plongez-vous dans l'univers de la famille Voss, une famille haute en couleur. Windek, c'est du lundi au vendredi à 22h, rediffusion du lundi au vendredi à 10h. Votre série Windek démarre sur Speedline TV le lundi 11 octobre 2021.
Maman, tu ne vas pas croire ce qu'il vient d'arriver. Bande de crétins! Enda, où est-ce que tu es? Bienvenue en enfer. Je ne vais pas rester ici longtemps. La question est comment tu vas sortir. Je voulais juste te faire peur. Écoute, le patron m'a chargé, après que ce petit travail ait été accompli, de m'assurer que tu ne puisses plus jamais parler. Tu vois? Tu te rends compte? Non, toi tu es mon frère. Attention, attention, papa! Attention! Papa, le plancher s'effondre! Marde et à mort, secret de famille, intrigue, amour, jalousie et vengeance. Marde et à mort, du lundi au jeudi à 20h. Rediffusion les samedis à 10h. Waouh! Mais comme tu es jolie, Elenita! Alors, professeur, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes écrivain, auteur de plusieurs livres. Il y a un qui, moi, m'impressionne. Le titre m'impressionne. Vous dites « Le vaudou ne fait pas rêver ». Oui, comment êtes-vous tombé là-dessus? Je parcourais les œuvres. Parce qu'il se trouve que les gens lisent ce livre. Il a été lu, puisqu'il a été si bien lu, donc si bien acheté, que l'éditeur togolais est en train de le rééditer. Bon, je suis un enfant de Ouida. Et j'ai démontré dans ce livre que si le vaudou est une religion, et c'est une religion, nous la considérons comme telle, mais c'est une religion qui ne nous fait pas rêver, attention. Parce que dans ce livre, je dis aussi que toutes les religions sont à base de peur et de violence. Il ne faut pas inverser. Ce n'est pas violence et peur, c'est peur et violence. Vous prenez le christianisme, il y a la peur et la violence. Vous prenez l'islam, il y a la peur et la violence. Mais l'islam et le christianisme font rêver l'homme d'un avenir meilleur, d'un au-delà meilleur. J'ai étudié le vaudou à fond. Non, le vaudou ne fait pas rêver. Ne rêvons pas. Nous avons constamment peur, et ayant constamment peur, ben, nous en devenons aussi constamment violents. Je vous donne un exemple. C'est très beau. Nos morts reviennent. Et si j'appartenais à la bonne famille, entre guillemets, vu l'âge que j'ai, je reviendrais. Mais beaucoup plus solide que je ne suis. Je danserais, etc., bien habillé et tout. Mais nous fuyons devant les morts qui reviennent. Et ces morts, je ne sais pas d'où vous êtes, madame, font asseoir, quand ils reviennent, les gens, et s'en prennent aux femmes. Voilà. Vous êtes en train de porter du tort à notre collectivité. Méfiez-vous. Il va y avoir des morts, plutôt des mortes, si vous continuez. Ah, même les morts qui reviennent, mais gardent nos bonnes habitudes. C'est en cela que j'ai réussi à démontrer, j'ai réussi, je crois, que le vaudou ne fait pas rêver. Bon, tous ceux qui ont lu le livre et qui ont promis de me répondre n'ont pas osé le faire. Parce que je me suis dit, donc mon argumentation était solide. Donc ça a marché. On n'a quand même pas étudié si longtemps pour argumenter faiblement. Voilà. Alors, on vous connaît, on vous concède ça. Vous n'avez pas votre langue dans la poche. Vous êtes intransigeant dans vos prises de décision. Une rigueur sans pareil. Est-ce que cette rigueur-là se ressent aussi dans votre vie de famille, dans votre vie de couple? Ça, je ne sais pas. Vous poserez la question à ma femme. Mais quand ma femme se fâche contre moi, elle est suroptimiste, tout ce que vous voulez, encore d'autres choses. Mais tu sais, mes sœurs suroptimistes me demandent, mais comment tu arrives à supporter cet homme-là, hein? Je ne passe pas le temps à frapper ma femme. C'est des choses qu'on ne fait pas quand on est civilisé. Bon, je crois que oui, je dois paraître aussi étrange dans ma vie familiale, puisque les gens demandent à mon épouse, mais comment tu arrives à le supporter? Pourtant, non, on se supporte très bien, les enfants et nous sommes 4. Je pense qu'on se supporte très bien. Alors, avant de poser mon autre question, pourquoi un choix sur la race blanche? Je ne sais pas. Est-ce que vous n'aimez pas les femmes africaines que nous sommes? Oui, je les adore. Or, ce que j'adore, je ne peux pas l'épouser, voyez-vous. Mais non, il se trouve que pendant longtemps,
la femme en tant qu'épouse ne m'a rien dit, je devais être prêtre. Je me suis retrouvé ensuite en Allemagne, après avoir été professeur au Collège Notre-Dame des Apôtres, mais il n'était pas question pour moi de porter un choix sur l'une de mes élèves, elles étaient toutes belles. Je me suis retrouvé au Canada et en Allemagne. Bon, et c'est là que peut-être je me suis dit, mais en fait, tu ne vas pas rester célibataire tout le temps. Mais je vous avoue que après avoir été choisi par Madame, j'oublie son nom, au Canada, qui tenait à m'épouser, je dis, pas de problème, mais tu viendras voir d'abord. Je suis passé en Allemagne, j'ai été choisi par ma femme. L'homme n'est pas obligé de choisir sa femme. La femme peut choisir Oui, le mari. contrat peut se produire. Bon, je crois que Gabi... C'est ce qui s'est passé. Oui, c'est ce qui s'est passé, c'est elle qui m'a choisi. Et puis j'ai dit, oui, pourquoi pas, allons-y. Alors, en parlant de votre rigueur, nous avons échangé avec votre jeune sœur qui nous a confié que lorsque vous étiez enfant, vous étiez le grand frère justement, mais dès que vous êtes là, c'est le silence total. Vous réclamez le silence à tel point où vous avez dit, on est obligé d'obtempérer. Bon, ça, je ne m'en souviens pas et ma soeur ne peut pas mentir. Ce dont je me souviens très bien, c'est que déjà, j'avais pris l'habitude de lire. Voilà. Je n'écrivais pas encore. Et lorsque vous lisez et qu'il y a votre gamine de sœur qui fait du bruit à côté, vous lui dites, si tu ne vas pas te faire voir ailleurs, je vais te taper. Donc, certainement que j'avais ce comportement sans le savoir, sans le savoir. Maintenant, oui, c'est sûr, quand je suis à la maison et que je lis ou que je travaille, alors personne n'a le droit de faire du bruit. De toute façon, ma femme vit en bas dans la journée quand elle est là, et moi je vis en haut avec mes livres. C'est pour ça que vous avez fait le choix de... C'est elle qui a fait le choix. Mes livres étaient au garage. Et puis, je transpire beaucoup. Elle a dit, mais c'est pas sérieux. Tu transpires beaucoup. Là-haut, c'est vide. On va faire une terrasse là-haut pour que tu transpires un peu moins. Et puis, mais les livres au garage, ça ne fait pas bien. On va leur faire une bibliothèque. Oui. Et bon, voilà. C'est ainsi que Alors, votre relation avec les enfants, c'est pareil, la rigueur? Oui, je crois. Encore que... Bon, ma fille me l'a rappelé l'autre jour, elle a 30 ans maintenant ou 29 ans. Elle est à Toronto avec son promis. Et je me rappelle la scène. J'étais sur la terrasse à Cotonou. Et elle était dans notre petit bureau à faire je ne sais trop quel devoir. Elle m'interpelle, papa, est-ce que tu peux m'expliquer ceci? Mais je dis, ça ne va pas chez toi, tu me prends pour qui? Mais la question était si banale que je ne voyais pas pourquoi ma fille, intelligente j'imagine. Ok, n'avait pas réponse à cette question-là. Et puis, elle se met à pleurer à chaudes larmes. Elle a reçu un choc. Oui, parce que je lui ai dit, mais enfin, tu me prends pour qui? J'ai été obligé d'aller la consoler et de lui donner la réponse qu'elle demandait et que moi je croyais évidente. Donc, c'est ce dont je me souviens. Sinon, ils disent, mais quand papa est là, on doit se tenir tranquille. Mais ils ont pris leur revanche plus tard, hein, surtout Cédric. Avec tous les appareils que vous avez là, moi, le téléphone n'est pas portable, ça n'a pas de sens. Et puis, il est quelque part dans la chambre. Et quand il sonne, on va vers lui, comme vers un objet sacré. Ça me manque un peu. Et donc, bon, il y a d'autres objets qui sont arrivés. Mes enfants sont experts. Et Larissa et Cédric sont experts dans leur maniement. Moi, j'arrive, je tombe là-dedans sur le tard. J'ai toujours des problèmes. Et je dis, Cédric, qui est très habile, je vais m'aider. Est-ce que tu peux m'aider un peu? Il vient. Oui, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je dis, c'est ça. Sans grande explication, quoi. Et il est déjà parti. Il passe à autre chose. Il est déjà parti. Je n'ai même pas vu les gestes qu'il a fait. Bon, alors sa sœur, qui est beaucoup plus patiente, je dis, Larissa, viens. Et pendant que Larissa m'explique patiemment, les femmes sont patientes, m'explique patiemment ce que je n'ai pas compris, Cédric passe et dit, Larissa, il faut laisser papa tranquille, il ne comprend rien. Il ne comprendra pas, tu perds ton temps. Je dis, ah bon, voilà l'idée que mon garçon a de moi, je ne comprends rien. Et il oublie de préciser que c'est s'agissant de ces petits appareils dont je pourrais bien me passer, mais dont il faut bien que je ne me passe pas pour vivre un peu à leur diapason et à votre diapason aussi. Voilà. Donc, il traite papa de quelqu'un qui ne comprend rien. Alors, pour finir, de tout votre parcours, de quoi vous êtes particulièrement fier? De quel succès, de quelle réussite? Bon, vous n'allez
pas me croire ou vous allez me croire trop facilement. Lorsque le président Boni Yayi m'a fait appel pour devenir son ministre, j'ai dit non, monsieur le président. Ce n'est pas possible. C'était un 2, non. Oui, c'était un 1er novembre 2007. J'ai dit non, monsieur le président. Et puis j'ai quelqu'un à vous proposer qui est beaucoup plus à même que moi pour prendre en charge les langues et la promotion des langues nationales. Mais je dois vous prévenir, monsieur le président, qu'il est communiste. Ah, vous voulez que je mette les communistes dans mon gouvernement? Je dis non, c'est... Bon, dites bien des choses à votre épouse et je vous reçois demain. Je ne savais pas qu'il mentait. Je vous reçois demain, ça veut dire, mais je vous nomme demain ministre. Et c'est à 13 h que j'apprends que je suis ministre. Je ne pouvais plus refuser. Mais je suis très content d'avoir été ministre pendant 11 longs mois. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les Béninois ne peuvent pas dire le contraire. J'ai démontré qu'entrer au gouvernement, entrer dans un gouvernement quel qu'il soit, ce n'est pas entrer dans un club de mafia. Il ne faut pas que nous continuions à traiter tous les ministres de mafieux. Et j'en ai la preuve, savez-vous pourquoi? Une fois sur 10, je suis très souvent dans les maquis à Ouida. Une fois sur 10, il y a toujours quelqu'un qui paye pour ce que j'ai bu et qui paye pour ce que j'ai mangé. Alors, je veux bien remercier la personne. Ben, bien souvent, la personne est déjà partie. C'est la serveuse qui me dit non, non, ceux qui étaient là ont payé. Et quand j'arrive à mettre la main sur la personne, non, 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 on vous a donné à manger, on vous a donné à boire, parce que vous ne nous avez pas volé. Ah bon? Oui, vous ne nous avez pas volé quand vous étiez au gouvernement. C'est un bel hommage. Alors, voilà. Monsieur le ministre, un mot de fin pour clôturer cette émission? Un mot de fin pour clôturer cette émission. Bon, je vous dirais que je n'ai jamais rêvé, je n'ai jamais programmé d'avoir 75 ans en 2021, donc 76 pratiquement. Mais le jour où j'ai eu 70 ans, il y a donc un peu plus de 5 ans, je me suis dit, attention, Roger, tu n'as plus 30 ans à vivre. Et donc, je me suis mis, depuis l'âge de 70 ans, à vivre très rapidement. Tout ce que j'ai à faire... Vivre rapidement, c'est oui, quoi? Tout ce que j'ai à lire, tout ce que je n'ai pas encore lu et qui m'intéresse, les livres non encore lus, je les lis. Et les textes non encore écrits, je les écris. Et je fais très vite parce que je dis, attention, tu n'as plus 30 ans à vivre. Voilà. Merci beaucoup, professeur, de nous avoir reçus chez vous. Alors, Icône, c'est aussi des témoignages sur l'invité. Le professeur Roger Béonvi, c'est mon grand frère. Mon grand frère d'assez loin, parce qu'il y a 10 ans de différence entre nous. Donc, quand j'étais enfant, disons, quand j'avais 8 ans, lui, il en avait 18 déjà, vous imaginez. Donc, il était séminariste. Il venait en vacances, il venait du grand séminaire de Ouida pour venir en vacances à la maison à Ouida. Donc, il n'aimait pas du tout qu'il y ait du bruit. Et c'était le problème, ça. Quand il est là, il faut que tout le monde se taise. Parce qu'il est tout le temps en train de lire. Il ne faisait que lire. Toute sa journée, il la passait dans les livres. Donc, il fallait faire silence. Et c'était vraiment pénible pour nous. Mais au fur et à mesure que je grandissais, nos relations sont devenues très cordiales. Au début, j'avais peur de lui, mais après, nos relations sont devenues cordiales. Parce que moi aussi, j'aimais lire, et de temps en temps, je prenais ses livres, les livres qu'il laisse à la maison, en allant étudier, puisque après, il est sorti du séminaire, il est allé étudier en Côte d'Ivoire, au Canada, en Allemagne. Donc, ces livres étaient à la maison et moi, je les lisais beaucoup aussi. C'est quelqu'un de très, très rigoureux, qui se faisait obéir. Mais il fallait le voir. Quand il demande silence, on voit bien que on le lui doit, sinon ça va chauffer. Donc, bon, on obéissait. On n'était pas trop nombreux de toute façon, donc ça va. Moi, je suis la dernière de la famille, donc on était 4. On était 4, oui, 4.
Voilà, donc c'était pas difficile d'obtenir le silence qu'il demandait. Et voilà, c'est ce dont je me souviens vraiment. Il est très, très attentif et même sentimental. C'est lui qui a payé presque mes études quand je suis entrée au cours secondaire. Il sortait du séminaire, il était étudiant à l'Université nationale du Bénin. Donc, c'est lui qui m'apportait mon argent de poche. J'étais à l'internat au cours secondaire Notre-Dame. C'est lui qui m'apportait mon argent de poche. Il travaillait déjà? Non, il était étudiant. Il y avait la bourse, vous vous souvenez? Les étudiants étaient boursiers. C'était 24 000, je crois. Et ça suffisait. On était en 1969. Donc, ça va. Ça lui suffisait pour entretenir sa jeune sœur. Je garderai de lui l'image de quelqu'un de très cultivé. Parce que parfois, vous savez qu'il écrit des chroniques. Il y a certaines chroniques qu'on ne comprend pas. Parce qu'il utilise des noms, des termes qui sont tellement littéraires qu'il faut vraiment être... il faut vraiment avoir beaucoup lu pour comprendre. Un jour, il s'est agi du terme « franchir le Rubicon ». Donc j'ai dû aller le voir pour lui dire « mais qu'est-ce que ça veut dire, franchir le Rubicon ?» Il y a toute une histoire autour de cette phrase-là. Donc il a dû expliquer et ça arrive souvent. Parce que lui, quand il écrit, il croit que c'est facile, à la portée de tout le monde. Et puis, c'est déjà difficile à comprendre. Donc, je garderai de lui l'image de quelqu'un qui a rehaussé le nom de la famille. À cause de lui, un Béyonville ne passe pas inaperçu. Donc, et si ça a été, c'est parce qu'il s'est cultivé. Il n'y a pas de secret. Il s'est cultivé, il a beaucoup lu. Il n'y a pas de sujet qui lui soit difficile à traiter. Donc, voilà, il a les ressources pour. Alors, ce sera donc tout pour ce numéro de votre émission Icône qui a reçu pour vous le ministre Roger Béyonville qui nous a fait l'honneur de nous recevoir chez lui à Ouidah. Nous en sommes très, très contents. Merci à vos chers téléspectateurs de nous avoir suivis et à très, très vite pour un autre numéro de Icône.